Le gros soldat et le jeune garçon allaient uriner lorsqu'ils furent soudain interrompus par un spectacle terrifiant. Des avions japonais envahissaient le ciel comme des sauterelles, survolant les montagnes à basse altitude avant de foncer vers Pearl Harbor. L'attaque surprise qui allait changer l'histoire commençait. Sortis du couvert montagneux, les appareils descendirent à seulement 5 mètres au-dessus de la mer, frôlant les limites techniques pour échapper au radar ennemi. Peu après, les formations aériennes pénétrèrent dans le port. À ce moment-là, la plupart des militaires américains dormaient encore, profitant tranquillement d'un dimanche matin. Ceux qui aperçurent les avions pensaient à un exercice militaire, aucun signal d'alarme n'ayant été donné. À 7h48, les Japonais lancèrent la première torpille. La spirale du destin s'activa. Guidée par une ambition belliqueuse, elle toucha bientôt sa cible. D'autres torpilles suivirent, accompagnées d'une pluie de balles. Les Américains comprirent, alors que ce n'était pas un entraînement, le chaos s'empara des navires. Soldats et officiers sortirent précipitamment sur les ponts. Mais les Japonais ne leur laissèrent aucune chance. Les bombardiers en piqué montèrent à 3,0 mètres. Un tireur visa le cuirassé Arizona, symbole de la puissance navale américaine, dans le Pacifique. Il largua une bombe perforante de 950 kg qui transperça le pont jusqu'au 3e niveau où se trouvaient les munitions. Selon un rapport américain ultérieur, le magasin contenait un 400 obus et 19 tonnes de poudre noire. L'explosion déclencha une réaction en chaîne. En quelques minutes, l'Arizona sombra, emportant un 177 marins. Seul un petit chien, rescapé du naufrage, survécut en nageant jusqu'à la plage. Les attaquants poursuivirent en visant les destroyers, amarrés, prêts à les anéantir sans merci. Une autre formation se dirigea vers l'aérodrome. Privés de leur défense aérienne et navale, les Américains seraient totalement vulnérables. Le commandant du West Virginia accourut sur la passerelle pour organiser la résistance, mais une rafale ennemie le surprit. Malgré son expérience, il fut tué net. En quelques instants, 3 grands destroyers furent détruits. Les survivants, pris dans les flammes, sautaient à l'eau comme des fourmis brûlées. Bientôt, les bombardiers en piqué arrivèrent, lançant des attaques précises depuis le ciel. Bien que cette tactique soit très meurtrière pour les pilotes, elle causa de terribles dégâts. Un groupe japonais reçut même l'ordre secret de bombarder un hôpital en ville. Sans scrupule, les pilotes ouvrirent le feu sur les civils avant de reprendre leur mission principale, détruire l'aérodrome. Là-bas, un pilote américain venait de se lever quand il aperçut les formations ennemies. Il courut alerter ses camarades, criant que c'était des héros japonais. Personne ne le crut. Quand l'alerte retentit enfin, les Américains se précipitèrent sur leurs avions, mais il était trop tard. Des tonnes de bombes tombèrent sur la base. En moins d'une minute, 123 appareils étaient réduits en ferraille. Puis les mitrailleuses balayèrent les pistes. Les pilotes tentaient de fuir, abattus comme du bétail. Même à court de munitions, les Japonais lançaient leurs torpilles sur le sol. 138 pilotes élites périrent ainsi. 17 minutes plus tôt, une deuxième vague avait décollé du porte-avions Akagi. Elle survint maintenant sur le port. Cette fois, les Japonais voulaient anéantir toute capacité combattante de la flotte du Pacifique. Même si 19 navires principaux étaient déjà hors de combat, ils continuaient à tirer des torpilles jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien en surface. Les survivants jetés à l'eau étaient abattus sans pitié. Les balles traversaient l'eau, teintant la mer de sang. Les cadavres flottaient, pareils à des poissons éventrés. Au bilan final de la deuxième attaque, plus de 300 tonnes de navires coulés, 403 militaires américains tués, la flotte du Pacifique était détruite. Quand le président Roosevelt apprit l'attaque, il fut si choqué qu'il ordonna immédiatement une riposte contre Tokyo. Heureusement, 3 porte-avions américains étaient absents de Pearl Harbor, offrant une chance de vengeance future. Le commandant japonais Yamamoto Isoroku comprit lui aussi l'importance de ces navires manquants. Homme de pari et de risque, il décida de miser le destin de l'Empire sur une grande bataille. Au cœur du brouillard du Pacifique, la bataille décisive de Midway s'annonçait.